Ah, Jurassic Park. J'ai découvert ce film à l'âge de 5 ans et j'en suis tombé complètement gaga. Je le connais par cœur, à la virgule près. Je pourrais vous le jouer de tête et même faire les dinosaures. Il n'y a même pas besoin d'en parler tellement l'effet que me fait ce film est visible sur ma tronche. Et je pense qu'il est grand temps qu'on aborde la licence dans Monstres de film. Quoi? Tu vas faire un épisode sur Jurassic Park? Ah non, on n'est vraiment pas prêt pour un épisode sur Jurassic Park. Et vous non plus. Non, pour l'instant, on va parler de Jurassic World. Et il y a beaucoup de trucs à dire. Jurassic World est un film de science-fiction américain sorti le 10 juin 2015 et réalisé par Colin Trevorrow, qui n'avait à son actif que 3 petits films indépendants avant de passer à du lourd. 20 ans après le désastre de Jurassic Park, Jurassic World est un parc à thème à la réputation internationale où les gens peuvent voir des dinosaures recréés génétiquement par la science. Le parc appartient non plus à InGen, la société de John Hammond qui a créé le premier Jurassic Park, mais à Masrani Global, dirigé par le milliardaire Simon Masrani, qui a juré sur le lit de mort du vieux de bien s'occuper de son parc et de ses dinosaures. Pour le gérer, Masrani a engagé Claire Dering, qui voit un jour 2 de ses neveux, Zach et Gray, débouler pour un week-end de détente. Mais elle a pas que ça à faire. Donc elle refile les 2 patates chaudes à son assistante Zara, qui les accompagne pendant leur visite. Bah, tu pleures? Merde, là. Bref, si Claire n'a pas le temps de faire la causette à ses neveux, c'est parce qu'elle doit présenter un nouveau dinosaure, baptisé Indominus Rex, à des sponsors et à Masrani. Le dinosaure n'impressionne plus quiconque à notre époque. Les jeunes d'aujourd'hui regardent un stégosaure comme un éléphant dans un zoo. Bon, ok, je sais que ce que je vais dire c'est une vue de l'esprit, mais comment les gens pourraient se lasser de voir des dinosaures? C'est des dinosaures, putain! Ça en jette, hein? Ouais. Vous avez pas autre chose? Comment ça, autre chose? Un truc un peu plus impressionnant que ça, quoi. Un peu plus impressionnant? Parce que un brachiosaure de 60 tonnes qui est poursuivi par un tyrannosaure de 13 mètres, tout ça au milieu d'un troupeau de tricératops de 9 mètres de long avec des cornes d'1 mètre, tout ça dans la gueule d'un mosasaure de 200 mètres sur le dos duquel il y a des vélociraptors qui font de la moto habillés en pingouin, c'est pas impressionnant? Casse-toi de mon parc. Enculé! Donc, l'Indominus est un hybride, mais pas un petit. Elle fera pas moins de 15 mètres de long une fois adulte. Plus grande que le T-Rex. Alors, juste pour le rappel, un T-Rex, c'est ça. Donc vouloir faire plus grand, c'est vraiment une idée de con. N'est-ce pas, monsieur Henry Wu, responsable de la création des dinosaures du premier parc, qui leur a mis par erreur de l'ADN de grenouille pour qu'ils puissent se reproduire alors qu'il fallait pas? Ils l'ont réengagé? Ouais. Je pense que le RH est un con. Bonjour, ce serait pour le poste de généticien. Ah oui, allez-y, asseyez-vous. Alors, c'est quoi vos qualifications? J'ai un doctorat en biochimie, j'ai un master en génétique, puis j'ai travaillé pour l'ancien parc aussi, j'ai fait une petite... Vous avez bossé dans l'ancien parc? J'y étais. Mais c'est génial, ça! Eh ben, vous êtes embauché. Alors, il y a rien qu'à bouger, hein. La machine à café est toujours au fond du couloir, et les pissotières sont au premier étage. Ah d'accord. Allez, allez me faire un gros dinosaure qui fait bien peur, là. C'est pour un film de monstre. Et dès le départ, tu sens que c'est pas la meilleure idée qu'ils aient eue. L'unité confinement a insisté pour surélever la muraille. Sujet plus grand que prévu. Elle a commencé à anticiper l'heure et le lieu de chacun de ses repas. Un des soigneurs a failli laisser un bras. Elle a tenté de briser la vitre. Il y avait une jumelle dans l'éventualité d'une mort en bas âge. Oui, la jumelle. Elle l'a dévorée. À ce stade, je pense que ça aurait dû se passer à peu près comme ça. Bonjour Claire. Bonjour, Ça va? ça va et vous? Ça va. Alors, où est-ce qu'on en est avec le nouveau dinosaure? Alors, elle est bien plus grande que prévu, Mhm. elle est très intelligente, elle parle 3 langues, et elle a bouffé sa sœur. D'accord, ok, butez-la. Quoi? Oui, non, on va pas garder un animal qui est hyper intelligent à ce point-là. Non. Vous la tuez, vous arrêtez ça, et vous reprenez les recherches sur les glaces à l'eau qui fondent pas. D'accord? Ferait moins de conneries comme ça. On retrouve ensuite Star-Lord, qui s'occupe d'un programme de dressage de raptors avec son pote Barry.
Ça doit le changer de François Cluzet en fauteuil roulant, tiens. Les 4 Raptors s'appellent Blue, c'est la chef, Charlie, Delta et Echo. Le programme est supervisé par l'engagé Baleine, enfin, Hoskins, le responsable de la sécurité de l'île qui a des vues sur les Raptors, puisqu'il veut en faire des armes. Et l'idée lui paraît encore meilleure quand un neuneu tombe dans l'enclos. Non mais attends, le budget cochon du parc est à ce point serré que si vous donnez un cochon de trop au Raptor, l'équilibre budgétaire va se péter la gueule? Bah dis donc, heureusement que c'était pas comme ça dans le premier film, hein. Nous allons essayer d'attirer le T-Rex. Regardez attentivement la clôture. Bon, par contre, c'est juste le temps de faire venir le T-Rex, hein. Après on l'arrange. Star-Lord, qui s'appelle Owen, intervient pour éviter que les Raptors réduisent le mec en lambeaux, et manifestement son dressage fonctionne. Mais c'est juste quand même. Enfin, Hoskins aime ça, c'est le principal. Et pendant que le préposé au port cherche une excuse pour expliquer pourquoi qu'il manque un gruy-gruy dans la réserve, les gosses font le tour des attractions du parc. Il a compté les dents du mosasaure aussi vite? Oh oh! Est-ce qu'il y a un casino à Jurassic World? Oh oh! Ensuite, vous vous en doutez, les emmerdes commencent. Parce que l'Indominus Rex n'est, semble-t-il, plus dans son enclos. Donc Claire panique et fonce à la salle de contrôle pendant que Owen et 2 plats préparés entrent dans l'enclos. Bah bien sûr! Vous pouvez la localiser avec son implant GPS, mais c'est carrément mieux de rentrer dans son enclos pour savoir si elle est toujours là. Logique. Et bien sûr, il s'avère que la bestiole ne s'est pas du tout échappée. En fait, elle leur a fait croire qu'elle s'est échappée. Ce qui démontre une putain d'intelligence. Mais finalement, elle s'échappe. Parce que le gros qui s'occupait de son enclos a pas voulu courir vers la petite porte, donc il a ouvert la grande. Bon, après, je suis mauvaise langue parce qu'elle aura bouché le passage. Du coup, il n'y avait pas d'autre route. Alors, elle gobe un des manutentionnaires et son geôlier, et Owen ne doit son salut qu'au liquide de frein d'un véhicule qui camoufle son odeur. Donc, un dinosaure génétiquement modifié, très dangereux et très grand, est en liberté dans la nature et menace la vie des 20 et quelques mille touristes du parc. Ça craint, mais pas de panique. L'équipe de confinement est envoyée pour la capturer. Vous la chassez avec des armes non létales. On en est à 26 millions de dollars investis dans ce sujet, vous nous voyez le tuer? Alors, la tuer, je suis d'accord, c'est pas une solution. Maintenant, envoyer 10 mecs avec des armes non létales, c'est pas vraiment une solution non plus. Ah, c'est rigolo, tiens. Les signes vitaux et les caméras, là, on dirait un petit peu Alien le Retour. Du coup, j'espère que ça va mieux se passer que dans Alien le Retour. Donc, l'équipe retrouve l'implant GPS de l'Indominus, mais pas l'Indominus. Et évidemment, puisqu'elle l'a enlevé. Elle s'est rappelée où on l'avait posé. Là, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que je me demande pourquoi est-ce qu'elle l'enlève que maintenant, puisqu'elle sait où est-ce qu'on lui a mis, puisqu'elle se rappelle qu'on lui a mis. Pourquoi est-ce qu'elle l'a pas enlevé quand elle était dans son enclos, ou même juste au moment où elle est sortie? Du genre, ah ça y est, je suis libre, hop, j'enlève ça, comme ça ils me retrouveront pas. Je pense que cet animal est beaucoup trop intelligent et que le scénario l'est pas assez. Ah, et puis elle a aussi des capacités spéciales qui servent que quand le scénario en a besoin. Voilà, vous avez vu le camouflage? Eh ben vous le verrez plus. L'équipe se fait donc décimer, en même temps ils ont des cannes électriques pour arrêter un dinosaure de 15 mètres de long. Ah, au moins il y en a un qui a compris. Oh merde. Et sur les conseils d'Owen, Masrani va voir Henry Wu pour lui demander ce qu'il a fait comme connerie avec l'Indominus. Vous m'expliquez l'intérêt de faire un dinosaure doué de camouflage? Nous avons ajouté des gènes de sèche pour l'aider à endurer un accélérateur de croissance. Elle a échappé aux caméras thermiques. Comment est-ce possible? Les grenouilles arboricoles peuvent moduler leurs infrarouges. On lui a transmis quelques brins de leur ADN pour mieux l'adapter au climat tropical. Qui vous y a autorisé? Vous, en l'occurrence. Vous vouliez plus de temps. J'ai jamais voulu un monstre! Qu'est-ce qu'un monstre, finalement? Pour un canari, un chat est un monstre. Nous sommes habitués à être le chat. Ouais, alors, pour l'ADN de sèche et de grenouille, je veux bien. Même si je pense que le mec a pas appris de ses erreurs. Mais ça... Nous sommes habitués à être le chat. Non, je suis désolé, c'est pas un argument. Votre créature est dangereuse, Wu. Elle est beaucoup trop intelligente, beaucoup trop puissante. Elle peut se rendre invisible et en plus elle est capable de baisser sa température corporelle pour échapper aux caméras thermiques. Elle a soutenu une thèse
sur la responsabilité des grandes entreprises dans le dessèchement des nappes phréatiques. Elle a monté une troupe de théâtre amateur et elle a même changé mes plaquettes de frein. Elle est formidable, hein. Ouais, je sais, hein. Non, en fait, je l'ai créé à la base, c'est parce qu'on a trop souvent été le chat. Ça va pas à nous d'être la souris maintenant, hein. Mais vous êtes dingue. Oui. Oh, carrément. Ouais. La troupe de théâtre, ça s'appelle comment? Au Mésozoïque ce soir. Ah, c'est cool ça. Ma fifi. Pendant ce temps, Zach et Gray explorent une vallée pleine de dinosaures tout gentils dans un véhicule appelé Gyrosphère, dont le blindage peut résister à une balle de calibre 50. Enfin, c'est Jimmy Fallon qui le dit. Pendant leur balade, ils voient une portion de clôture endommagée, ils s'engouffrent dans la forêt et tombent sur un troupeau d'ankylosaures et sur l'Indominus qui fait le ménage dans les rangs et joue au flipper avec la Gyrosphère. Donc, la grande méchante toute blanche bouffe une des tortues et rejoue l'attaque de la voiture du premier film avec les gosses. Ah, manifestement, le blindage des gyrosphères ne résiste pas aux griffes de l'Indominus Rex. Il est puissant cet animal, hein. En plus d'être très grand. Et très intelligent. Et capable de baisser sa température corporelle pour éviter les caméras de sécurité. Et capable de tendre des pièges. Et de se rendre invisible aussi. Et en plus, il a la bouche de la momie, ce truc. Donc, par chance ou parce que c'est un film tout public, les gosses sortent de la boule magique et échappent au monstre en plongeant dans une cascade. Quoi, on a un dinosaure qui est capable de prouesse, mais qui peut pas rester 2 secondes de plus à côté de la cascade, à attendre que les gosses remontent? Donc, il comprend le fonctionnement des caméras de sécurité, mais pas l'apnée. Se rappelant qu'elle a 2 neveux dans le parc, Claire demande de l'aide à Owen pour les retrouver. Pendant ce temps, l'Indominus continue de semer la mort dans le parc, et a priori, s'attaquer aux plus gros animaux, ça lui fait pas peur. Et c'est là que Claire comprend que les dinos ne sont pas que des chiffres sur un graphique. Séquence émotion. Et même double séquence émotion, parce qu'au même moment, Zach et Gray tombent sur les restes de l'ancien parc. Oh, il y a la peinture sur le mur avec le raptor, trop cool. Oh, il y a les lunettes de Tim. Et il y a même les jeeps. Ok, essaye pour voir. Elle marche. Oh, et en plus, ils en réparent une et ils repartent avec. Attends, quoi? Non, mais Zach est un surdoué, donc ça passe. Ah mais non, ça passe carrément pas. La voiture, elle est restée immobile pendant 20 ans dans une région tropicale. Tu vas pas me faire croire que les joints de carbu, la batterie, les pneus et tout le bordel qu'il y a dedans, c'est encore en état. Mais c'est un film, oh là là. Mais je m'en fous que ce soit un film. En voyant ça, il y a des gens qui vont forcément se dire que c'est possible. Ça arrivera pas. Ça existe pas, Jurassic World. Mais les voitures qui n'ont pas bougé depuis 20 ans, si. En entendant le bruit du moteur, Claire et Owen débarquent, mais c'est trop tard, les gosses sont partis. Bon, par contre, il n'y a pas qu'eux qui ont entendu. Et c'est là qu'un hélicoptère piloté par Masrani et équipé d'une motherfucking Gatling prend en chasse l'Indominus Rex. Sérieux, même pas foutu de viser correctement avec une Gatling. L'Indominus fonce alors droit sur la volière et craque. Sérieux, avec une Gatling, vous arrivez pas à la tuer sans déconner? Et puis en plus, il faut quoi pour tuer cet animal? Une bombe nucléaire? Les ptéranodons et dimorphodons de la volière, un petit peu dérangés par l'Indominus et surtout libres, attaquent l'hélicoptère et recraquent. C'est fini pour Simon Masrani. Ensuite, ça empire, puisque les reptiles volants attaquent les visiteurs du parc, qui étaient rassemblés dans l'avenue principale pour leur sécurité. Monsieur, oui, l'Indominus menace les visiteurs, sachant qu'il est très intelligent et qu'il capte la chaleur. Que fait-on? Mettez tout le monde dans un endroit découvert et facile d'accès. J'y vais tout de suite. Bah, en même temps, vous voulez qu'on les mette où? Ils sont 20 000. Quand je vois cette scène, je me dis heureusement qu'Alexandre Aja a pas réalisé le film, parce que on aurait eu une autre scène du même calibre que celle de l'attaque de la Marina dans Piranha 3D.
ça, je dois avouer que c'est une mort qui est quand même vachement classe. Heureusement, pour sauver tout le monde, Claire et Owen arrivent avec la super brigade des fléchettes qui va essayer d'endormir tous les ptérosaures. Bon courage. Non mais sérieusement, vous croyez vraiment qu'on a le temps? La débandade permet à Claire et Owen de retrouver les gamins et de devenir une super famille recomposée. Masrani étant mort, Hoskins prend les rênes et prépare les Raptors à traquer l'Indominus avec son équipe de méchants mercenaires. Je suis un méchant. À partir de là, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler la fin du film, on se retrouve après une pause. Donc, le plan d'Hoskins, c'est pas du goût d'Owen. Mais en même temps, tu veux faire quoi? Donc, Owen enfourche sa moto et se prépare à... Bon, là, le mouvement de tête, ça va. C'est pour dire, vas-y, ouvre la porte. Ok. Mais n'abusez pas trop de ce mouvement de tête. Donc, les lévriers mongoliens sont lâchés à la poursuite de l'Indominus Rex, et Owen les suit en moto. Copain, comment il déchire. Ouais. Franchement, là... Ouais. Et bien planqué dans la salle de contrôle, Hoskins supervise tout grâce aux caméras que les Raptors portent sur la tête. Au fin fond de la jungle, l'Indominus est débusqué par la Raptor Squad, mais... Il se passe un truc. Elles communiquent entre elles. Ce truc a une part de Raptor. Donc, il peut communiquer avec ses demi-congénères et les faire changer de camp. Un peu plus tôt dans le film, Claire dit à Owen que l'Indominus Rex est fait avec une base de T-Rex et que le reste est secret. Je pense, vu qu'elle est la directrice du parc, qu'elle doit quand même être au courant de ce qu'il y a d'autre. Elle doit savoir pour le côté Raptor. Donc je me dis que quand Owen lui explique qu'il va faire de la moto au milieu de 4 vélociraptors pour aller chasser un gros théropode qui est à moitié Raptor et donc qui peut potentiellement discuter avec les 4 autres et les faire changer de camp, je me dis qu'elle devrait peut-être tiquer quand même. Tu fais quoi? Je prépare mes affaires. On va lâcher les Raptors à la poursuite de l'Indominus Rex. Et je vais avec eux. Ok, bien. Je t'avais dit que l'Indominus c'était à moitié Raptor, parce que du coup c'est pas impossible qu'ils communiquent entre eux. Ok, c'est bon à savoir, ça. Attends, quoi? T'es en train de me dire que pour votre premier hybride génétiquement modifié, vous avez mélangé les 2 plus dangereux prédateurs du parc? Bah... pourquoi pas? Vous pouviez pas mélanger un pachycéphalosaure et un gallimimus? Non, tout de suite il a fallu que vous voyiez les choses en grand. Ah, vous aviez qu'à mélanger un ptéranodon, un dilophosaure et un brachiosaure. Comme ça on aurait eu un dinosaure volant de 60 tonnes qui crache du venin au visage des gens. C'est une bonne idée ça, non? Connasse! Ayant reçu un nouvel ordre de mission, les Raptors boulottent l'équipe d'Hoskins. Bon, l'un d'eux se prend une roquette, mais ça ne compte quand même que pour un. En plus, c'est vachement triste, parce qu'elle reconnaît Owen. Ça se trouve, elle aurait pu redevenir gentille, et... Putain, mais qu'est-ce que je raconte? C'est un vélociraptor, putain! C'est les pires crevures dans Jurassic Park! Claire, Owen et les gosses parviennent à s'échapper, mais il s'en est fallu de peu. Sérieusement, pourquoi ils ont emmené les gamins? Y a pas un bunker où ils peuvent attendre tranquille, non? Le groupe fonce au centre des visiteurs et tombe sur Hoskins, qui ramasse tout le matériel d'Henry Wu, avec qui il est en fait de mèche depuis le début. Imaginez le même, miniaturisé, capable d'échapper au plus élaboré des technologies. Une arme vivante comme personne n'en a jamais vu. Alors, niveau originalité, on n'est pas sur du tout neuf, tout neuf. On est du même côté. Non. Mais c'est fou ça, personne m'écoute jamais. À chaque fois que je regarde ce film, il fait la même connerie. Il apprend rien, c'est dingue ça.
Les 3 raptors restants forment ce qu'on appelle dans le langage cinématographique une impasse du Crétacé, mais par le pouvoir de l'amitié et du dressage, Owen reconquiert le cœur de Blue en lui enlevant sa caméra. Arrive alors l'Indominus qui demande à Blue d'attaquer, mais elle refuse, donc elle la fait valdinguer contre un mur. Sur ça, Owen reprend les rênes des raptors et le combat contre le boss final commence. Ça irait mieux avec un T-Rex. Ok, Owen a un super flingue, mais ça irait mieux avec un T-Rex. Et là, Zach a une super idée. Il nous faut plus de dents. Il nous faut plus de dents? Tu peux pas dire va chercher le T-Rex? Donc Claire va chercher le tyrannosaure, et cette scène m'a fait aller 3 fois au cinéma, court avec des talons et une torche dans la main, et mène le tyrannosaure face à l'Indominus Rex. Ouais, prends ça dans ta gueule, Jurassic Park 3! L'Indominus, il est pas un peu en partie T-Rex? Si, pourquoi? Bah, s'il peut communiquer avec les raptors, est-ce qu'il pourrait pas le faire avec le T-Rex? Oh putain, j'y avais pas pensé. Comment on fait du coup? Oh, je sais. On a qu'à dire que c'est le T-Rex du premier film. Les gens, ils seront tellement contents de le voir qu'ils se poseront pas trop de questions. Ah ouais, c'est pas con ça! Ah ouais. Oh, putain, heureusement qu'on a la nostalgie pour nous sauver, hein. Ah grave, sinon on ferait comment pour faire des films? Les scénaristes, ce sont des gens qui ont besoin que vous alliez voir des films pour gagner des sous. Alors, allez voir des films. Oui, plein de sous. 10 sous. Bon, ils ont de la chance parce qu'il faut croire que le T-Rex n'aime pas la concurrence. Donc, elle attaque et c'est un combat titanesque qui commence et se termine assez vite puisqu'elle finit à terre et avec ses petits bras, c'est pas facile de se relever. Mais heureusement, Blue vient à sa rescousse. Donc, elles affrontent l'Indominus Rex ensemble. Oui, un tyrannosaure et un raptor font équipe, mais ça sert à rien parce que visiblement l'Indominus Rex est un Terminator. Non mais sérieusement, elle a du béton armé planté dans les côtes, et elle continue de se relever. Faut qu'elle crève à un moment donné. Bref, l'Indominus est morte, et franchement, c'est pas dommage. C'est quoi cet échange de regards là? Ils vont parler ou quoi? On l'a bien poutré cette garce. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je suis pas responsable de ce que mes congénères ont fait il y a 20 ans. Ça va, on est réglo. Merci de m'avoir aidé. Eh ben... Bon, bah je vais retourner dans mon enclos, moi. Non? Ah, bon. Quand je pense qu'il y a 20 ans, on n'avait pas d'état d'âme et qu'on bouffait les gens. Et finalement, tout le monde est évacué, soigné, réconcilié et réconforté. Owen et Claire se promettent de rester ensemble pour toujours, ce qui est faux vu qu'on a déjà vu le 2e film, et Roberta reprend le contrôle de son île. Donc, le jour où j'ai appris qu'un nouveau Jurassic Park allait sortir, j'étais complètement ouf. Je matais toutes les bandes annonces, je ziotais tous les articles qui parlaient du film et toutes les photos qui fuitaient sur le net, à tel point que je me suis fait spoiler la moitié du film. En plus, un paquet d'images de l'avant-première avait circulé sur internet, et notamment des images du camouflage de l'Indominus Rex. Ce qui fait que si t'es au courant avant de voir le film, eh bah, ça te gâche la surprise. Et je vais être honnête... Quand je suis allé le voir au cinéma et que je suis sorti de la salle à la fin de la projection, j'ai dit texto, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais ça, c'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, ma pensée a vachement évolué sur le film. Mais par contre, ça va être long. Hein, parce que là, déjà, je suis en train de parler d'un film d'une licence que j'adore, mais en plus de ça, je parle d'un film que j'ai vu une bonne dizaine de fois. Donc j'ai eu le temps de noter tous les détails. Et surtout qu'en plus, pour revenir à la genèse du projet, il va falloir creuser un petit peu. Concrètement, dès la sortie de Jurassic Park 3 en 2001, Universal a directement mis le 4e film en chantier. Je me rappelle que, quand j'étais ado, il y avait pas mal d'articles qui parlaient d'un nouveau Jurassic Park qui aurait été baptisé Jurassic Park Extinction.
Et niveau scénario, on est passé par tout et n'importe quoi. La première mouture ressemblait à peu près à ça. Alan Grant et Ian Malcolm étaient envoyés au Costa Rica où les dinosaures avaient migré et trouvé le moyen de se reproduire. Leur rôle étant alors de limiter la propagation des dinosaures pour éviter une catastrophe écologique. Là, l'idée ressemble un petit peu à celle du roman Le Monde Perdu de Michael Crichton, que je vous invite à lire d'ailleurs. Sauf que là-dessus, ils ont envisagé des mercenaires humains dinosaures, dont certains étaient même capables d'utiliser des armes à feu. Là, on est plus proche de Turok que de Jurassic Park. Une autre idée était l'histoire d'un mercenaire qui adressait un groupe de Deinonychus, des proches parents des Vélociraptors, pour effectuer des missions de sauvetage et pour combattre des trafiquants de drogue. Là, des dinosaures dressés, ça commence à ressembler au film qu'on connaît, mais on est encore loin du résultat final. Par contre, je me rappelle que, il y a très longtemps, vers 2004-2005, il y a un article qui était sorti sur internet qui parlait de l'acteur David Boreanaz pour jouer le mercenaire qui dresse les Deinonychus. Pourquoi pas? Heureusement, Steven Spielberg a stoppé le tir pour éviter que la licence devienne vraiment n'importe quoi. Et en 2012, Rick Jaffa et Amanda Silver, qui ont notamment écrit les scénarios de The Relic et des 3 films La Planète des Singes, ont écrit un scénario qui contenait 3 idées que Spielberg avait imposées. Un parc entièrement fonctionnel, un dresseur de raptors et un méchant dinosaure qui doit être arrêté. Un an plus tard, le film entre en production. Colin Trevorrow et Derek Connolly ont repris le scénario en main, l'ont peaufiné, et c'est finalement Colin Trevorrow qui réalise le film en 2014. Alors si je compte bien, entre 2001 et 2014, il y a eu 7 scénaristes qui ont travaillé sur le scénario, dont 4 qui ont participé à ce qui est devenu la version finale. Et ben voyons ce que ça donne. Je pense qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais pour moi, la suite d'un film a une raison d'être à partir du moment où elle apporte quelque chose à l'univers, à la diégèse du film. À titre d'exemple, Les Dents de la Mer deuxième partie est une suite plutôt bonne, mais qui n'a aucune raison d'être. Elle n'apporte rien à l'univers des Dents de la Mer. Et c'est par exemple ce que je reproche à Jurassic Park 3. C'est qu'il n'apporte rien à l'univers de Jurassic Park et il soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Mais bon, ça, on verra ça le jour où on abordera ce film-là. Et justement, c'est une des qualités que je trouve à Jurassic World. Pour la première fois, on voit un parc qui fonctionne. On est dans un monde où les gens savent qu'ils peuvent aller voir des dinosaures dans un parc à thème sécurisé en étant immergés dans leur environnement. En faisant du kayak sur un fleuve, en étant dans un véhicule qui traverse une grande vallée où plusieurs espèces cohabitent comme à l'état sauvage. Et il y a même des nouveautés, comme la volière par exemple. Ça c'était une idée du premier roman de Jurassic Park. Et bien sûr, il y a le bassin avec le mosasaure qu'on présente comme on le ferait aujourd'hui avec des orques ou des dauphins. Et il y a même une ferme pour les tout petits avec des jeunes dinosaures. C'est trop cool. À un autre niveau, le personnage de Simon Masrani est vraiment intéressant, parce qu'il nous apprend des choses sur John Hammond, qu'on sait maintenant mort, et qui lui a légué la gestion du parc. Et avec ce qu'il dit au début du film, on comprend que Hammond est resté dans la même optique qu'il avait dans Le Monde Perdu. C'est-à-dire être un bienfaiteur pour les dinosaures, et les laisser dans leur environnement tranquille. Bon, faut quand même faire un parc pour gagner des thunes, mais bon, ça reste un naturaliste. Après, je peux tout à fait concevoir que pour certaines personnes, tout ce que je viens de dire, c'est peut-être pas suffisant pour définir que cette suite est légitime. Mais moi, ça me va. Plusieurs mois avant la sortie du film, le battage marketing était balèze. Les mecs sont même allés jusqu'à créer un site viral du parc, comme s'il existait réellement, sur lequel on pouvait trouver plein d'infos sur les animaux, les attractions et le personnel. Et un truc qui m'avait fait baver à l'époque, c'était la liste des dinosaures du parc. Parce que dans le premier Jurassic Park, mine de rien, il n'y avait que 7 espèces de dinosaures différentes. Bon, quand Dennis vole les embryons, on voit qu'il y en a d'autres encore, mais elles n'ont pas été créées à ce moment-là. Tandis que là, on est dans un film où le parc est ouvert depuis longtemps. Donc il est à même de nous montrer beaucoup plus d'espèces de dinosaures, et notamment des espèces qu'on n'a jamais vues jusqu'à maintenant dans un film Jurassic Park. Et dans les nouveautés visibles sur la liste, on peut voir l'apatosaure, qui d'ailleurs était dans le roman de Michael Crichton à la place des brachiosaures, le Suchomimus et le Baryonyx, des membres de la famille du Spinosaure, mais beaucoup moins grands, 9 mètres pour le Baryonyx et 11 mètres pour le Suchomimus. On peut voir aussi l'Edmontosaure, un dinosaure à bec de canard, et le Metriacanthosaurus qu'on voyait dans la liste d'embryons du premier film. Pour ce qui est des reptiles volants, le Dimorphodon rejoint le Pteranodon, et pour la première fois dans l'histoire de la licence, on voit enfin un reptile marin en la personne du Mosasaure. Eh bah mon cul! Il n'y a pas la moitié des animaux qu'on voit sur cette liste qui apparaissent dans le film. C'est peut-être un détail, hein, mais depuis 3 films, on voit toujours les mêmes dinosaures. Tyrannosaure, Vélociraptor, Brachiosaure, Triceratops, Parasaurolophus, Gallimimus. Les paléontologues ont recensé environ 700 espèces différentes de dinosaures. Bon, admettons, on enlève les doublons, les trucs qui ont été nommés pour rien, et puis les erreurs.
on tombe à 500. 500 espèces de dinosaures. Ça fait potentiellement 493 espèces qui peuvent être utilisées pour faire des films. Servez-vous-en, bordel! Bah, ils l'ont déjà fait dans Jurassic Park 3 en mettant le Spinosaure, hein. Mais apparemment ça ne te plaît pas. Hein. On en reparlera quand on verra ce film-là, mais dis-toi bien que cette chose-là, c'est pas un dinosaure. Abordons plus profondément l'histoire. Le scénario a de bonnes idées, même si des fois il y a des conneries, comme par exemple Indominus qui arrive à sortir de son enclos. Je comprends toujours pas comment les mecs ont pu se laisser avoir comme ça. Mais finalement, le film est très lisse et très stéréotypé. Surtout au niveau des personnages. Comme par exemple le personnage de Claire, qui est plus une fonction au début du film, parce qu'elle ne pense que par son travail et ne considère pas les dinosaures comme des animaux, mais plutôt comme des chiffres sur des graphiques, qui va changer d'état d'esprit et comprendre que les dinosaures sont des animaux complexes pour qui elle va avoir de l'affection et de l'empathie. Le personnage de Owen aussi, qui est l'action hero du film d'action basique. Il fait de la moto avec des raptors, il court, il saute dans tous les sens, il attrape même les mouches en plein vol. Une nouvelle espèce qu'on a créée. Il y a aussi les gamins, qui sont pas vraiment complices, mais qui au final vont devenir les meilleurs amis du monde parce qu'ils ont traversé des épreuves difficiles. Le vilain Hoskins, qui veut faire des dinosaures des armes de guerre, sans déconner, on en est encore là. Le comique de service qui paraît un petit peu naze au début, mais qui finalement va rester jusqu'au bout pour aider les héros. Bref, tout ça, c'est très très convenu. Après, le parcours des personnages est classique, mais au moins il fonctionne. Les personnages ne sont plus les mêmes à la fin qu'au début. Donc, les devoirs sont bien faits, mais le film est fait sans prise de risque. Tu sais, il y a une théorie qui dit qu'en fait le film est une critique d'Hollywood. Oui, j'ai déjà entendu cette théorie comme quoi l'Indominus Rex représente les nouveaux films qui vont toujours plus loin, sont toujours plus gros, plus chers, plus bourrés d'effets spéciaux et que les films à l'ancienne qui sont incarnés par le T-Rex ont réellement du cœur et ne seront jamais égalés. C'est censé, vu la manière dont l'histoire est tournée, mais en ce qui me concerne, c'est pas parce que le film est porteur d'un message qu'il est meilleur. Si quelqu'un vous cite une grande phrase pleine de philosophie, mais qu'il l'articule pas et qu'il y a des fautes de syntaxe sous les 3 mots, bah ça nuit à l'intérêt du message. Ça ne rend pas le message plus pertinent, ça lui nuit plutôt. Alors que si la phrase est merveilleusement bien tournée et que le message philosophique est bon, bah vous allez apprécier la phrase et le message. Le film est très riche en personnages secondaires, mais je dois avouer que s'ils n'avaient pas été là, ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que la plupart sont ou inintéressants, ou vraiment fatigants. Et celui qui m'agace vraiment le plus, c'est Lowery. Il y a une scène avec lui où j'ai un problème. Où avez-vous eu ça? Oh, ça là? Je l'ai eu sur eBay. Ouais, il est super beau. Si, non, je sais, des gens sont morts, c'est affreux, mais bon. Le premier parc, c'était génial. Bon, après, je dois avouer que je crois que c'est surtout pour l'énorme clin d'œil appuyé pour dire, les gars, je dis que le premier parc était vachement bien, mais en fait, je parle du premier film. Ouais, parce que des clins d'œil à Jurassic Park, il y en a partout. Alors, à l'époque où il n'y avait que Jurassic World, ça me gênait pas trop, mais maintenant qu'il y a le deuxième film et que les premières images du troisième sont déjà dispo sur le net, je me dis que les mecs qui s'occupent de les tourner passent plus de temps à travailler sur les clins d'œil à la première trilogie de la licence qu'à vraiment bosser sur les nouveautés. Bon, même si c'est une évidence, je parlerai pas du moment où Zach et Gray voient l'ancien centre des visiteurs, parce que bah tout ce qui y est a une raison d'être là, mais tout ce qui est plan de caméra, genre les traces de pas dans la boue, le passage de vitesse avec la Jeep, les plans d'hélicoptère, la cascade, Blue qui tape avec sa griffe sur le sol, l'Indominus qui regarde par la vitre comme le T-Rex. Franchement, j'en oublie plein, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors honnêtement, je trouve que c'est pas trop, mais quand on connaît la suite de Jurassic World, on se rend vite compte que les mecs ne savent pas faire autre chose que de passer leur temps à reprendre des trucs des anciens films. Après, faut faire gaffe, parce que à force de chercher des ressemblances, on finit par en trouver là où il y en a pas. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai vu une vidéo sur un groupe Facebook de fans de Jurassic Park, où en fait, ils faisaient une liste de tous les passages de Jurassic World qui étaient des clins d'œil à Jurassic Park. Il y a un moment, ça devenait ridicule, parce que c'était presque... Ce plan-là est une référence à Jurassic Park parce qu'il y a de l'herbe verte dans les deux. Donc, méfions-nous des recherches trop approfondies. Des fois, on trouve des choses qui n'existent pas. Donc, moralité, les clins d'œil, c'est sympa, mais faut pas pousser non plus. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu triché. On joue avec la nostalgie. Mais le seul problème, c'est que ça marche.
D'ailleurs, niveau nostalgie, ils ont fait un truc énorme en annonçant que le T-Rex du film était en fait le même que celui de Jurassic Park, mais avec 22 ans de plus. Parce que ce T-Rex est un personnage à part entière de l'univers de Jurassic Park, un peu comme les Vélociraptors. Et du coup, c'est un peu comme si on retrouvait le casting d'origine. Bon, désolé, je diverge encore. Il y a 2 points qui ont fait hausser les sourcils à l'époque de la sortie du film. L'Indominus Rex et les raptors dressés par Owen. Commençons par l'Indominus Rex. Certaines personnes n'adhèrent pas à l'idée d'un dinosaure hybride. Bon, je vois pas pourquoi ce serait pas faisable. On est dans un film où l'homme a recréé des dinosaures à partir d'ADN fossilisé. Je vois pas en quoi créer un hybride avec ce même ADN serait ridicule. Et un autre truc qui m'a fait rigoler, c'est le nombre de gens qui sont montés au créneau pour se plaindre que le film n'était pas scientifiquement fidèle à la réalité. À cela, je réponds LOL. Déjà parce que Jack Horner, le paléontologue qui a travaillé sur la première trilogie, a aussi bossé sur Jurassic World, donc si c'est pas scientifiquement correct, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Et aussi parce que, je suis désolé, même si je suis un très grand fan de Jurassic Park, je suis obligé de le dire, le premier film n'était pas du tout fidèle à la réalité. Ok, grâce à ce film, la perception que le public avait des dinosaures a énormément changé, mais la vision du T-Rex n'était pas basée sur le mouvement, le Dilophosaure ne crachait pas de venin, il avait pas de collerette non plus, les Vélociraptors ne faisaient pas cette taille-là et étaient couverts de plumes, on le savait déjà en 1993, donc venir faire chier parce que dans cette boule d'ambre, c'est pas un moustique, mais autre chose, et que le mosasaure a une langue comme ça au lieu d'avoir une langue comme ça, franchement, c'est pas la mort du petit cheval. Surtout que, en ce qui concerne la langue du mosasaure, c'est un petit peu comme pour le mégalodon. Tant qu'on n'aura pas un spécimen vivant, on pourra pas savoir à quoi il ressemble et comment était sa langue. Bon, même si je sais qu'il y a des théories qui tentent à prouver que le mosasaure aurait été proche des serpents, des varans, donc il aurait une langue comme ça, plutôt que d'avoir une langue comme ce qu'il a là. Mais ça reste une théorie. Et puis, surtout, il y a des gens qui ont tiqué sur sa langue, mais ils n'ont pas tiqué sur le fait qu'il fait 3 fois la taille réglementaire. Ils n'ont pas non plus tiqué sur le fait qu'ils aient un putain de mosasaure. Enfin, je veux dire, l'ADN des dinosaures du parc, ça vient de moustiques. Pas de moustiques dans l'eau, ils ont fait comment pour avoir son ADN? Par contre, même si c'est pas illogique d'avoir un dinosaure hybride, il y a quand même pas mal de choses qui déconnent avec l'Indominus Rex. Déjà, les 4 doigts et les pouces opposables. Mis à part le fait qu'aucun dinosaure n'avait de pouces opposables, le fait est qu'il est censé être un croisement de T-Rex et de Raptor, qui ont respectivement 2 et 3 doigts. Donc, les 4 doigts, je pige pas d'où ça sort. D'ailleurs, les fans ont tout un tas d'explications sur l'Indominus Rex, notamment au niveau du mélange de dinosaures qui a été fait. Sur internet, on peut trouver un paquet de photos dans ce genre où on échafaude tout un tas de théories sur les différentes espèces qui ont été mélangées, alors que les 3/4 des espèces avancées n'existent même pas dans la licence. Ou tout du moins, pas encore au moment de la sortie du film. Je précise au moment de la sortie du film, parce que depuis, avec la sortie du 2e et du 3e film, et aussi de la série La Colo du Crétacé, il y a pas mal de choses qui sont devenues canon dans l'univers qui ont permis de redresser un peu le tir par rapport à certaines conneries qui ont été faites dans le premier film. Moi, pour l'instant, je suis sur Jurassic World en 2015. Ce qui a été fait après ne rattrape pas les conneries d'avant. Donc, les pouces opposables, ça n'a pas de sens. Mais surtout, je trouve que rien ne justifie l'intelligence de cet animal. L'intelligence chez un animal, c'est très relatif. Déjà parce qu'on la juge par rapport à ce qu'on estime, nous, comme étant de l'intelligence. Un chien, un chat, même un cheval, est capable d'ouvrir une porte. Des loups ou des orques sont capables d'avoir une technique coordonnée pour attraper une proie. Et certains oiseaux ont des facultés vraiment impressionnantes, comme par exemple cette histoire de corbeaux qui ramassent des ordures, ou des perroquets qui parlent et qui savent compter. Mais il faut pas aller trop loin. Par exemple, avec la scène où l'Indominus Rex s'est rendu invisible aux caméras thermiques, Jurassic World est allé trop loin. Imaginez le degré d'intelligence qu'il faut à un animal pour comprendre que les petites boîtes grises qui sont dans son enclos servent à capter la chaleur de son corps. Et en plus, il sait qu'il a un appelant GPS quelque part dans le corps qui permet de savoir où est-ce qu'il est. Donc, il l'enlève. Là, c'est vraiment beaucoup. C'est même plus de l'intelligence à ce stade-là. Ensuite, la Raptor Squad. Eh ben, le concept est vachement cool. Et surtout, n'est pas autant tiré par les cheveux que ça. Parce que, comme le dit John Hammond dans le premier film... Leur mémoire fixe de la première créature qu'ils voient en venant au monde. Voilà, ça m'aide à avoir leur confiance. Donc, si Owen était présent lorsque les Raptors sont nés et qu'il s'en est occupé depuis tout petit, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas créé de lien comme peuvent le faire certains oiseaux d'aujourd'hui. Surtout que c'est plutôt bien fait, parce qu'à plusieurs moments, c'est un peu limite. Les Raptors sont pas toujours obéissants. C'est la première fois que je passe autant de temps à parler du scénario d'un film. C'est un truc de ouf.
Jurassic World a été, jusqu'à la sortie du deuxième film, le film le plus cher de toute la licence Jurassic Park, puisqu'il a coûté 150 millions de dollars. Ce qui est vraiment confortable comme budget, mais pour le coup, c'est quand même en dessous de la moyenne des blockbusters. Cela dit, ça ne l'a pas empêché de devenir le 6e plus gros succès de l'histoire du cinéma. Sans compter l'inflation. Bah ouais, 1,670 milliard de recettes mondiales, dont 650 000 rien qu'aux États-Unis, ça en jette quand même pas mal. Comme Jurassic Park à son époque, le film a été un gigantesque succès. Qui fut détrôné quelques mois après par Star Wars 7, alors que Jurassic Park a dû attendre 4 ans avant d'être détrôné par Titanic. En 1993, les effets numériques de Jurassic Park étaient une révolution technique. Seulement aujourd'hui, les effets numériques, bah les gens les regardent un petit peu comme ils regarderaient un éléphant dans un zoo, quoi. Ah putain, mais c'est vrai du coup que c'est une critique d'Hollywood en fait ce film. Et c'est vraiment quelque chose que je déplore, parce que les 3 premiers épisodes misaient énormément sur le combo image de synthèse animatronique, ce qui les fait vieillir plus doucement, à l'instar de Terminator 2. Et dans Jurassic World, il n'y a qu'un animatronique, la tête de l'apatosaure, c'est tout. Et le pire, c'est que c'est Colin Trevorrow qui a insisté pour l'avoir, parce qu'à la base, il n'était pas prévu. Même Spielberg, producteur sur le film, ne voulait pas utiliser d'animatronique. Et franchement, venant de lui, c'est curieux. Bon, ça l'a pas empêché de donner son avis et de demander que l'animatronique soit plus gros que ce que l'équipe de Legacy Effect avait fait, histoire qu'il paraisse plus impressionnant. L'animatronique était géré par 3 opérateurs. Le premier bougeait le cou, le deuxième s'occupait de la respiration et le dernier des mouvements des paupières et de la bouche. En soi, je le trouve bien fait, mais il n'a pas autant d'impact que le Triceratops malade du premier film. Au passage, la société Legacy Effect a été créée par des gens comme John Rosengrant, qui en fait ont fait leurs premières armes au Stan Winston Studio. Du coup, Jurassic Park, ça fait un petit peu partie de... pas de leur ADN, quoi. En plus de l'animatronique, l'équipe a fabriqué plusieurs têtes de Raptor à l'échelle, 2 têtes d'Indominus Rex, une tête de Dimorphodon et une de Pteranodon. Elle servait à la fois à l'équipe technique pour voir le rendu de la lumière sur la peau des dinosaures, ce qui est important pour la conception et l'incrustation des modèles numériques, et pour que les acteurs aient quelque chose à regarder et une idée de l'apparence des créatures avec laquelle ils devaient interagir. Par contre, les têtes de Raptor n'ont pas été utilisées dans le film. Elles ont juste servi pour les photos ou pour le rendu sur le plateau. Pour les interactions entre les humains et les Raptors, l'équipe a utilisé des têtes de Raptor toutes blanches sur lesquelles ils ont ensuite rajouté des effets numériques. Alors que franchement, des têtes de Vélociraptor animatroniques animées par Legacy, ça aurait largement pu le faire et en plus ça aurait apporté un petit truc. Pour la ferme des tout-petits, c'était à peu près la même chose. En fait, il y avait des opérateurs qui portaient des combinaisons de motion capture et qui avaient les gamins qui étaient assis sur leur dos sur des selles. Pour la scène où Owen était attaqué par un Dimorphodon, tenez-vous bien, parce qu'il y a un moment où la tête du Dimorphodon a été utilisée, et ensuite, c'est avec un opérateur nain qu'ils ont simulé la présence du volatile qui a ensuite été remplacé par le modèle en image de synthèse. Même traitement pour les Raptors qui étaient des opérateurs sur les têtes duquel étaient posées des têtes de Raptors. D'ailleurs, leurs mouvements ont été utilisés pour animer les Raptors par ordinateur. Donc les mouvements des Raptors sont en partie humains. Et pour gérer les effets numériques, l'équipe a fait appel à des vétérans des effets spéciaux et de la licence, puisqu'ils ont fait appel à Phil Tippett et Dennis Muren, qui ont travaillé sur le premier Jurassic Park, et aussi à la société ILM, qui est responsable des effets numériques de je ne sais combien de films depuis au moins 30 à 40 ans. N'empêche, quand j'y pense, c'est un des rares films dont on parle sur cette chaîne que j'ai vu au cinéma et dont j'ai suivi la production. Et je me rappelle qu'à la sortie de la première bande-annonce, les gens se sont rués sur leur clavier pour se plaindre des effets spéciaux. Bon, après, faut dire que pour la première bande-annonce, ils ont utilisé des images d'effets non finalisées, donc ça rendait moins bien. Mais les effets spéciaux du film, en dépit d'être quand même très présents, sont de très bonne qualité. Et à mon grand étonnement, il y a des scènes que je pensais filmer sur fond vert, qui ont été filmées dans des vrais décors. Tous les plans en gyrosphère ont été tournés sur l'île de Kauai, dans l'archipel d'Hawaï. La même île qui a servi pour les tournages des autres Jurassic Park, mais aussi pour Band of Brothers, Jumanji et plein d'autres films. Par contre, pour l'attaque de la gyrosphère, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a certains plans qui ont été faits sur le terrain, et d'autres plans qui ont été faits en studio. Et mine de rien, ça devait être vachement physique pour les 2 acteurs. En tout cas, quand je vois ça, je me dis que le nombre de prises nécessaires à faire ce genre de scène est beaucoup plus important que ce que j'imaginais. La ferme des petits a été créée dans le zoo d'Honolulu. L'équipe y a mis 2-3 accessoires pour faire un peu plus Jurassic World, et le tour était joué. La salle de contrôle, qui est d'ailleurs impressionnante parce que très grande et pleine d'écrans qui affichaient vraiment les statistiques du parc,
ou les caméras de vidéosurveillance a elle aussi été construite pour le film. Et même chose pour l'enclos des Raptors qui était une énorme structure de béton et d'acier. Mais la pièce maîtresse des décors, c'est sans aucun doute l'allée principale du parc. Ce décor-là a été construit dans un parc de la Nouvelle-Orléans qui a été abandonné après l'ouragan Katrina. Le paysage autour a été incrusté avec des fonds verts, mais toutes les infrastructures ont été construites pour le film. Et ils y ont même placé 2 ou 3 petits clins d'œil, comme par exemple un magasin de l'enseigne Margaritaville, une chaîne très connue aux États-Unis que possède Jamie Buffett, qui fait d'ailleurs une apparition dans le rôle du mec qui sauve ses margaritas pendant l'attaque des reptiles volants. Et il y a aussi le restaurant chez Winston, nommé en l'honneur de Stan Winston, et puis il y a aussi le squelette du Spinosaure qui fait référence à l'antagoniste du 3e film. Et d'ailleurs, il y a certains fans qui avancent la théorie comme quoi le squelette du Spinosaure sera en fait le squelette du Spinosaure du 3e film, qui serait mort et ils l'ont récupéré, ils l'ont exposé. Au vu des différences physiques qu'il y a entre les deux, je pense pas, mais bon, si ça les amuse. Par contre, en parlant de différences physiques, au niveau des dinosaures, il y a eu pas mal d'évolutions. Les déplacements des grands herbivores sont plus fluides, les raptors ont chacun une couleur qui les caractérise, et le T-Rex porte les cicatrices que la grande du premier film lui a infligées parce que, oui, il s'agit bien de Roberta, alias Rexy, le tyrannosaure du premier film. Et ça se voit qu'elle a 22 ans dans les chicots, parce qu'elle paraît moins massive que dans Jurassic Park, et l'aspect de sa peau fait plus vieux. En tout cas, elle reste toujours aussi belle et majestueuse. Non mais tu parles d'un dinosaure là, t'es sérieux? Bah oui, alors. Putain, quand j'y pense, je crois que le premier personnage de film dont je suis tombé amoureux, c'est Roberta. Et faut dire que l'Indominus Rex est super beau aussi. Et d'ailleurs, tant que je vous tiens, sachez que l'Indominus Rex aurait pu s'appeler Diabolus Rex. Mais au final, ils ont changé son nom en cours de production. Et tant que je parle de son nom, dans cette scène... L'Indominus Rex. On voulait quelque chose d'effrayant et de facile à prononcer. Vous entendez un enfant de 4 ans essayer de dire Archaeornithomimus. Claire n'est pas en train de donner son nom entier. Archaeornithomimus, c'est un autre dinosaure qui ressemble beaucoup au Gallimimus. C'est juste pour souligner le fait que les noms de dinosaures sont compliqués à dire. Il y a des gens qui pensent que Archaeornithomimus, c'est le vrai nom de l'Indominus Rex. Non. Donc, le design de l'Indominus est pensé pour en faire un monstre, et non un dinosaure. Albinos, les yeux oranges, un rugissement venu d'un autre monde accompagné de grognements gutturaux. Une allure massive et agressive, le dos recouvert d'ostéoderme, un crâne imposant avec une mâchoire qui s'ouvre comme la porte des enfers et des bras puissants avec de grandes griffes. L'Indominus est un antagoniste très réussi. Et pour finir, parlons du Mosasaur qui est déjà monstrueusement grand. À vue de pied, il doit faire dans les 60 mètres de long alors que les plus gros spécimens faisaient entre 15 et 20 mètres. Mais déjà, c'est plaisant de voir enfin un reptile marin dans un Jurassic et surtout, il est super bien foutu. En ce qui concerne la musique du film, je suis très content parce que je vais pouvoir vous parler d'un compositeur que j'aime beaucoup. Et en même temps, je vais pouvoir me la péter un peu. Parce que la première fois que j'ai vu le film au cinéma, il y a une musique que j'ai immédiatement reconnue. Bah oui, le thème de Jurassic Park. Mais tout à fait. Non, c'est une musique qui m'a ramené à de lointains souvenirs. En tant que fan, je suis assez satisfait de moi de l'avoir reconnu, ce qui fait très précieux et un peu branleur sur les bords, mais en même temps, si je me lance pas des fleurs, personne ne le fera. Quand les Raptors prennent en chasse le camion dans lequel Claire et les enfants s'échappent, on peut entendre ce thème. Eh bien, ce thème, je l'ai entendu dans un jeu que mon grand frère m'a offert en 1998 et qui a été mon premier jeu sur PlayStation 1. Le monde perdu Jurassic Park. Et c'est le thème du Vélociraptor. Et si ça m'a marqué, c'est parce que ce jeu, je l'ai rodé pendant des années. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'y jouer. Et s'il est vraiment resté dans ma mémoire, c'est parce que la bande originale est juste géniale. Je fais 2 minutes de JDG. Ce jeu avait la particularité d'avoir 5 personnages jouables. 2 humains, un chasseur et Sarah Harding, et 3 dinosaures. Le Compsognathus, le Vélociraptor et le Tyrannosaure. Et chacun a un thème qui lui correspond. Le petit être fragile qui doit survivre dans un monde de géants. Le dangereux prédateur à l'intelligence redoutable. Le puissant roi que rien n'arrête.
le guerrier qui affronte la nature, et l'héroïne qui doit sauver le monde pourchassée par le T-Rex. Et d'après certaines sources, il semblerait que la bande originale de ce jeu ait été la première à avoir été composée par un orchestre symphonique. Attention, hein, quand je dis ça, c'est qu'un orchestre symphonique a composé la bande originale et elle a été mise dans le jeu. Je parle pas d'un jeu qui serait sorti avec une bande originale à la con, qui ensuite aurait été joué par un orchestre symphonique. Non. Ça a été fait à la demande de Steven Spielberg, et c'est lui qui a insisté pour que ce soit Michael Giacchino qui le fasse. Et par la suite, c'est lui aussi qui a insisté pour qu'il compose la musique de Jurassic World. Parce que d'après ses dires, Michael Giacchino serait le nouveau John Williams. Et je suis assez d'accord. Michael Giacchino est un compositeur américain bardé de récompenses qui s'est fait connaître dans les années 90 en composant pour des jeux vidéo. Après Le Monde Perdu, il composa pour un deuxième jeu de la licence Jurassic Park Warpath. Par la suite, il a composé les musiques de plusieurs jeux Medal of Honor, ainsi que celles du premier Call of Duty et de ses extensions. Côté série, il a travaillé sur Alias, Lost, Fringe ou encore Alcatraz. Mais c'est vraiment au cinéma que son talent a permis de faire naître des partitions formidables. Il a composé les musiques de presque tous les films Pixar depuis 2004, y compris les courts-métrages. D'ailleurs, la BO des Indestructibles est de loin ce qu'il a fait de mieux pour Pixar. Il y a un côté James Bond dans la musique, c'est juste génial. Et il a bossé sur des grosses licences comme les Star Trek, les Missions Impossibles 3 et 4, La Planète des Singes, et il touche de temps en temps à des films Marvel, comme Doctor Strange ou les 3 Spider-Man. D'ailleurs, dans Spider-Man, il a repris le thème du générique de la série des années 60. Je m'emballe, excusez-moi. Giacchino a composé les musiques des 3 films Jurassic World. Enfin, 2, en attendant que le 3e sorte. Et je trouve qu'il a fait un très bon travail. Il a su garder les partitions d'origine tout en trouvant son propre chemin. Il a gardé l'identité musicale des premiers films en reprenant les 2 thèmes principaux. Le thème féerique, et le thème de l'aventure. On les entend très clairement au début du film, et de manière très discrète plus loin dans l'histoire. En gros, on nous annonce que vous êtes à Jurassic Park, mais c'est plus du tout comme avant. Donc la musique suit et annonce la nouveauté, tout en rappelant les origines du parc et de l'île. Une chose amusante, c'est que tous les films de la licence commencent par le thème de la menace du film. Le premier démarrait avec le thème attribué au Raptor et partiellement au T-Rex. Le second démarrait par le thème de l'île sauvage du Monde Perdu. Le troisième démarrait avec le thème du Spinosaure. Et Jurassic World ne déroge pas en commençant avec le thème de l'Indominus Rex. Et ce thème est génial, parce qu'il ressemble un peu à celui des Raptors du premier film, mais le leitmotiv diffère un petit peu, notamment avec ce chuintement qui reprend le souffle de l'Indominus. Et rien que le ton annonce que la menace est grande et dangereuse. Pour remplacer le thème féerique de Williams, Giacchino a créé un thème majestueux et paisible qu'on peut considérer comme l'admiration de l'homme face à la nature. L'action du film est rythmée par un thème aventureux qui traduit la prise de décision rapide et le temps qui presse pour éradiquer la menace. Hoskins aussi a son thème, un thème qui sous-entend pas mal de choses, surtout quand il voit les Raptors obéir à Owen. Les gosses aussi ont un thème, un petit thème tout gentillet, tout mignon. Et les interactions entre Owen et Claire ont d'abord un thème un peu amusant, qui traduit le malaise entre les deux qui sont sortis ensemble mais ne sont pas allés plus loin que le premier rendez-vous. Et puis leur histoire se termine sur un thème qui représente la famille.
Bon, on va passer à la mise en scène, hein. Si on laisse de côté ce qu'elle reprend des autres films, je trouve que la mise en scène a quand même de bons moments. Au niveau des scènes marquantes, je retiens surtout celle où Zara, l'assistante de Claire, se fait choper à tour de rôle par des ptéranodons pour finir dans la gueule du mosasaure. Déjà, la coordination de cette scène est juste ouf, parce qu'en fait, tout a été filmé en un plan. La caméra tourne autour des deux gamins, et pendant ce temps-là, les opérateurs harnachent l'actrice pour qu'ensuite elle se fasse emporter. C'est fluide, malgré les mouvements. On passe d'un point de vue lointain au cœur de l'action, on plonge même avec elle. Niveau immersion, c'est vraiment sympa. À partir du moment où les Raptors changent de camp, le film vire au film d'horreur. C'est sombre, effrayant, il y a des ombres de partout, les Raptors passent à toute vitesse dans tous les coins, on retrouve un peu le frisson des hautes herbes dans le monde perdu. Alors même si je fais un petit moment pour vous laisser le temps d'avancer, si jamais vous voulez pas vous faire spoiler la fin, je suis obligé d'en parler. Parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment ouf à ce moment-là. C'est le moment où Claire va chercher le T-Rex. Cette scène est pour moi une des plus belles de toute la licence. La porte s'ouvre, la musique se termine par un chœur masculin. Le silence se fait, les pas du T-Rex se résonnent. Dans la pénombre entre les arbres, la silhouette du tyrannosaure se dessine, la musique reprend crescendo. Et à la sortie du T-Rex, le thème aventureux de Jurassic Park résonne. Et après, bagarre. Magnifique. Il y a aussi, juste avant, l'Indominus qui s'approche lentement d'une gargote où sont cachés Owen et les gamins. Le museau apparaît dans le champ de vision et l'ombre recouvre presque grès façon film d'horreur. Et la cerise sur le gâteau, c'est la bagarre finale. Elle a été filmée en plan séquence avec un motard qui suivait l'action et les personnages. La synchro d'une scène de ce genre demande beaucoup de taf et franchement, c'est très réussi. Et en plus, pendant la bagarre, la caméra tourne à 360 degrés tout autour des deux dinosaures. À la rigueur, ce que je regrette un petit peu, c'est que l'Indominus Rex n'ait pas eu une grande scène éclatante au moment où il sort de son enclos. Dans le premier film, quand le tyrannosaure sort sur la route, il y a ce plan iconique où on le voit dans toute sa stature, on sent peser la menace, il est immense. Mais même si dans un premier temps, l'Indominus Rex est filmé à hauteur d'homme, ce qui fait qu'on est écrasé par sa stature, quand il sort de son enclos, on le voit par morceaux, il est jamais complet. Et c'est un peu dommage, parce que ça aurait été pas mal de le présenter dans toute sa taille. Il aurait été encore plus impressionnant. Étant dans un blockbuster, on est sur un casting de blockbuster. Chris Pratt, après la sortie des Gardiens de la Galaxie, est monté au premier rang des acteurs les plus en vogue d'Hollywood. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Après une vie privée vachement tumultueuse, le mec a quand même été sans abri, et des débuts discrets dans des téléfilms ou dans des séries, il joue dans Wanted. Au passage, il passe les castings pour les rôles de Jake dans Avatar et du Capitaine Kirk dans Star Trek, mais ça marche pas. Et c'est finalement la série Sparks and Recreation qui lui apporte une forte notoriété. En parallèle, il joue dans Jennifer's Body, dans quelques comédies, puis commence les films de plus grande envergure, comme Le Stratège ou Zero Dark Thirty. Et c'est les Gardiens de la Galaxie qui ont fait de lui ce qu'il est. Depuis, il enchaîne les gros films. Rien que les licences Jurassic World, les Gardiens de la Galaxie et Avengers, ça pèse pas mal. Mais il a aussi joué dans Her, Passengers ou encore Les 7 Mercenaires. Et bien sûr, on reparlera de lui quand on consacrera un épisode à Tomorrow War, qui est un film... dispo sur Amazon Prime déjà. Et puis, on verra le jour où on fera cette critique-là. Bryce Dallas Howard, qui est la fille de Ron Howard, le frère de Clint Howard, qui a joué dans Carnosaur, qui est un plagiat de Jurassic Park, dont Jurassic World est la suite, tout est lié, mon Dieu! Elle a commencé en apparaissant dans les films de son père, mais c'est d'abord par le théâtre qu'elle est passée. Elle a ensuite tourné pour Shyamalan dans Le Village et La Jeune Fille de l'eau, puis dans Spider-Man 3 de Sam Raimi où elle incarnait Gwen Stacy. Elle est ensuite passée par des grosses licences comme Terminator avec Terminator Renaissance et Toilette. Oui, j'ai dit Toilette et pas Twilight, puisqu'elle était Victoria dans le 3e volet. Elle a ensuite fait des films plus modestes, jusqu'à Jurassic World qui lui a ouvert les portes d'Hollywood. Depuis, elle a joué dans Peter et Elliot le Dragon, La Couleur des Sentiments ou encore Rocketman. Jurassic World est le 2e film dans lequel joue Nick Robinson, qui a une petite carrière mais en même temps, il est jeune. On a pu le voir dans La 5e vague avec Chloé Grace Moretz et dans le film Love, Simon. Pour Ty Simpkins, c'est le contraire. Dès l'âge de 3 semaines, il apparaît dans une série et depuis tout petit, il joue dans des publicités, des séries et dans des films. Il a ensuite joué dans le très récompensé Little Children.
Il a ensuite enchaîné avec des films de tous les genres, comme l'horreur avec Insidious 1 et 2, et l'action avec Iron Man 3 ou encore The Nice Guys. Putain, le mec était même pas majeur qui jouait déjà dans une suite de Jurassic Park et dans des films Marvel. On n'est pas tous nés sous la même étoile. Hein. La carrière du regretté Irfan Khan est essentiellement composée de films indiens, mais à partir des années 2000, il a joué aux États-Unis dans des films comme The Warrior, Slumdog Millionaire, L'Odyssée de Pi ou encore The Lunchbox. Le grand Vincent D'Onofrio, que j'adore, est le vétéran du film. Après une notoriété acquise en ayant interprété le pauvre engagé baleine dans Full Metal Jacket, il a tourné de tout et avec tous les plus grands. JFK d'Oliver Stone, Malcolm X de Spike Lee, Ed Wood de Tim Burton, Strange Day de Catherine Bigelow, Men in Black de Barry Sonnenfeld, dont on parlera un jour. Les amateurs de séries l'ont vu pendant 10 ans dans New York Section Criminelle, et son interprétation de Wilson Fisk dans Daredevil est juste énorme. Enfin bref, il a une carrière de plus de 40 ans qui vaut vraiment le coup d'œil. Bon, Omar Sy peut quand même se vanter d'avoir joué dans un Jurassic Park, bordel. En plus, c'est pas le seul gros blockbuster américain dans lequel il est joué. Hein. Il était aussi dans X-Men Days of the Future Past et Inferno. Bien avant tout ça, on se rappelle du duo qu'il formait avec Fred, notamment sur Canal+, avec le service après-vente des émissions. Et à partir de 2006, et grâce à Nos Jours Heureux, sa carrière prend de l'ampleur. Et c'est finalement avec Intouchable qu'il se hisse en haut du podium. Il est récompensé par un César, et ça les Américains aiment. Donc, ils lui ont proposé plein de rôles. Et d'ailleurs, il devrait être dans le 3e volet de Jurassic World qui sortira en juin l'année prochaine. Et on n'oublie pas B.D. Wong, qui reprend son rôle d'Henry Wu 23 ans après Jurassic Park, mais qui n'a pas chômé pour autant, puisqu'il a joué dans Family Business, avec Matthew Broderick, Dustin Hoffman et Sean Connery, Ultime Décision, qui est un des rares films où Steven Seagal meurt, 7 ans au Tibet avec Brad Pitt, ou encore Bird Box. Cette vidéo est un monument. En même temps, c'est Jurassic World. Avec le temps, j'ai beaucoup relativisé ce film. Il est loin d'être aussi mauvais et insipide qu'on le dit, il y a de bonnes idées, mais il est traité sans prise de risque et se sert un peu de la nostalgie des gens pour faire passer la pilule. Mais il a une raison d'être. Il apporte des choses et je pense qu'il a été fait avec de bonnes intentions. Mais il souffre de beaucoup de défauts communs à la plupart des films que fait Hollywood aujourd'hui. Mais je reste convaincu que c'est en grande partie de notre faute. Parce que, à force de dire, ouais, les années 80, les années 90, c'était vachement mieux, tout était mieux, les films étaient mieux, les séries étaient mieux, les chansons étaient mieux, les dessins animés étaient mieux, bah, il y a des producteurs qui se sont dit, ah ouais, c'était mieux cette époque-là. Et ben, on va leur resservir la même chose. Mais sous forme de remake, ou alors de suite, remise un petit peu au goût du jour. Les jeunes, quoi qu'il arrive, iront le voir par curiosité, ils vont sûrement adhérer en grande majorité, parce qu'ils connaîtront pas les anciens, et pour ce qui est des plus vieux, bah, ils vont y aller aussi par curiosité, même s'ils savent pertinemment que ce sera jamais aussi bien que l'original. Quoi qu'il arrive, ça se vendra. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en fait, ces gens-là se servent de la nostalgie pour gagner de l'argent. Et du coup, ils laissent la nouveauté de côté. Moi, je pense qu'il faut garder notre nostalgie de côté, toujours garder un œil dessus, et se replonger dedans de temps en temps, ça fait toujours du bien. Mais il faut vraiment laisser sa chance à la nouveauté. Pour que plus tard, ce soit cette nouveauté qui devienne la nostalgie. Putain, il casse les couilles, le chien du voisin, là. De toute façon, franchement, dès que je l'ai vu arriver avec un Saint-Bernard, j'étais sûr que ça allait être la merde.